Ce matin, on parle de nymphomanie. Ouais, ça c'est un bon sujet. On parle de nymphomanie ce matin. Des couples qui n'ont pas le même degré de sexualité. Mais déjà, la nymphomanie, est-ce que ça existe vraiment? On dit que Margot est nympho. Est-ce que c'est un mythe? C'est quoi la différence entre avoir un grand appétit sexuel et la nymphomanie? Avoir un grand appétit sexuel, c'est avoir une grande libido. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu produis beaucoup d'hormones sexuelles. Maintenant, être nymphomane, c'est être obsédé par le sexe. Le sexe avec n'importe qui et n'importe quoi. Ça veut dire que ça peut être avec... généralement, les nymphomanes même ne se contentent pas de leur partenaire. Parce qu'elles ont besoin constant. Il faut souligner qu'on parle de nymphomanie, on pense aux femmes. Elles ont un besoin constant de goûter des plaisirs, surtout interdits. C'est-à-dire que l'adrénaline, non, dont j'ai fait le matin. Elle peut faire même le matin avec son mari. Après, elle fait avec le voisin. Après, elle fait avec la voisine. Oui, la voisine, les nymphomanes, ils veulent recevoir tout encaissé en fait. Et chez les hommes, je rappelle, Tina, merci pour tes recherches, parce que Tina qui a fait des recherches, il faut le dire, dans la vidéo. Tina me dit que chez les hommes, c'est les satyres. Je découvre, je savais pas. Parce que les hommes, c'est chez les satyres. Est-ce que c'est un problème psychologique? Oui, c'est une grosse maladie psychologique. Il faut souligner que la nymphomanie fait partie du grand groupe de maladies qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs. D'accord. C'est une compulsion, voilà. Donc, c'est un peu comme des gens qui sont addicts à la drogue. On est addict au sexe. On ne peut pas s'en passer. Et on n'a plus la faculté de faire la dissociation entre ce qui est bien de ce qui est mal. Ça veut dire qu'on franchit la ligne rouge, quoi. On peut coucher avec Junior, avec le beau-père, avec le beau-frère, avec le cousin. On peut coucher même avec des objets. C'est-à-dire que moi, j'ai une patiente qui... Bon, je vais être un peu pour qu'on ne reconnaisse pas la patiente qui se mettait des objets dans les fesses, de gros objets dans les fesses. De gros objets. Elle s'envoyait de gros. Mais je sais pas, j'ai envie de prendre un exemple. Le pilon? Le pilon est petit. Ok, d'accord. Ok. Oui, le pilon est petit. Elle s'envoyait des trucs vraiment profonds et très larges. Et elle ressentait du plaisir comme ça. Oui, c'est-à-dire que à un moment donné, quand c'était pas ça, elle ressentait le besoin d'avoir une triple, voire une quadruple pénétration. Pouvoir ressentir quelque chose de... Voilà, donc c'est une nymphomane doublée, c'est. Parce que on n'a pas encore fini le traitement, on n'est pas encore... C'est vrai, on a beaucoup évolué, mais on n'est pas encore quand même à une phase où ça peut aller. Donc... En plus de ça, elle avait un gros problème avec la pornographie. Donc il faut savoir que quand on commence à avoir une addiction, parfois ça fait ce qu'on appelle les bipathologies. C'est-à-dire qu'on va chevaucher peut-être sur une nymphomane toxico, on va chevaucher sur une nymphomane addict à la pornographie, on va chevaucher sur une nymphomane addict à la masturbation. Donc ça marche toujours ensemble. Mais moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui déclenche ce truc-là en chaque personne. Les troubles dans l'enfance, c'est-à-dire les problèmes, les traumatismes. Je prends un exemple parce que là tu as posé une très bonne question. Il y a des femmes qui pensent souvent que le fait de rester dans des mariages toxiques protège leurs enfants. Moi, la plupart des cas de filles nymphomanes que j'ai eues, elles sont d'abord déjà entre 14 et 19 ans. Oui, elles sont entre 14 et 19 ans. C'est-à-dire c'est à ce moment-là que la nymphomanie est décuplée. Et la plupart du temps, tu vas entendre que bon, ok, ça provient de quoi? Du fait qu'elle est vécue dans un foyer où il y avait beaucoup de violence conjugale et où elle n'a pas vu on ne valorisait pas la femme. Ça fait que pour elle, puisque dans notre on nous dit toujours que la chose qu'on a de plus précieux, c'est notre dignité. Elle se dit, mais où était la dignité quand on tapait sur ma mère? Où était... Elle commence à se livrer à des pratiques sexuelles. Exagéré. Et pour elle, c'est une sorte de vengeance. Elle se dit, cette dignité, elle n'a pas lieu d'être. Moi, j'ai pas besoin. Mon corps, c'est... Il y a beaucoup de femmes qui ont des signes de nymphomanie à travers leurs paroles, mais beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Je fais de mon corps ce que je veux. Oui, il y a beaucoup de femmes qui vont te dire que non, le corps là même, c'est quoi? Mon corps, c'est mon corps. Tu fais, je fais, je frappe. Mais bon. Ça, c'est beaucoup de traumatisme en fait. Ce n'est pas le savon, voilà, ça ne finit pas et tout. Voilà, c'est du traumatisme. Traumatisme de l'enfance, il y a aussi la drogue. Voilà, parce qu'il faut savoir que quand on se drogue, les sensations sont différentes. Ça veut dire que la douleur vaginale qu'une femme qui a constamment des rapports sexuels peut ressentir, une femme droguée, toxico, ne le ressent pas. Elle est anesthésiée à beaucoup de douleurs.
Voilà, il y a ça. Il y a la dépression aussi. Peut-être, comment on appelle les trucs sentimentaux, là, les déceptions. Les rumeurs, voilà, les déceptions sentimentales. Il y a des femmes qui peuvent être déçues de manière sentimentale et puis se dire que, bon, moi j'ai été fidèle, moi j'ai fait ci. Il faut se souvenir que ça arrive beaucoup dans l'adolescence. C'est-à-dire, ça part de là. Tu vas jamais voir une petite fille de moins de 14 ans nymphomane. Elle développe ça avec plus les hormones sexuelles et tout, de la puberté et tout, on grandit plus. Maintenant, si elle ne change pas d'environnement, c'est-à-dire que si le facteur causal est toujours très ancré en elle, c'est-à-dire elle ne suit pas de thérapie et tout, ça sera une violente nymphomane à l'âge de 30 ans. Parce qu'à l'âge de 30 ans, elle va découvrir son corps, elle va vivre tous ses orgasmes dans toutes et elle va se laisser aller à ce plaisir libertin-là et ça sera très grave. Moi j'ai fréquenté avec une fille qui a commencé à aller dans tous les sens. Quand son papa était décédé, apparemment son père était très strict, voilà. Et dès qu'il est mort là, elle a bugué. Elle a commencé à avoir une vie que personne ne comprenait. Moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est assez pertinent parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était vraiment le problème, d'où ça venait la nymphomanie. Parce qu'on se rend compte que certains hommes ont tendance à laisser tomber leur copine en disant c'est une nympho, elle est infidèle. Mais vu ce que le docteur explique, c'est quelque chose de très, très profond. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est à ce moment, quelle est la responsabilité de la société en général ou bien du partenaire qui est avec une femme qui serait nymphomane? Comment lui doit gérer la situation? Il faut beaucoup d'amour. Moi, j'ai des hommes qui amènent leur femme en consultation pour nymphomanie. Hein. Ah ouais? Oui, il me dit, doc, il faut qu'on trouve une solution. Maintenant, lui, il oriente. Hein. C'est lui qui paye les hommes avec qui sa femme couche. Hein. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire qu'on est à un stade où la nymphomanie est déjà très encadrée, où elle sait que dès que la pulsion se fait ressentir, elle écrit à son mari, ça vient. Parce qu'il faut savoir que c'est un truc pulsatile. C'est-à-dire que c'est pas... Une nymphomane ne va pas se lever le matin, elle va dire que je veux me faire défoncer. Non, c'est pour ça qu'on parle de trouble obsessionnel compulsif. C'est une obsession qui est devenue une compulsion et qui commande même le conscient. C'est-à-dire c'est une histoire de subconscient. Elle se lève, c'est le truc qui tape, parce que c'est pulsatile. C'est-à-dire elle ressent un besoin. Imaginez un peu pour les femmes le besoin qu'on ressent quand on a une période d'ovulation. Dites-vous que chez elle c'est x100. Donc, si vous arrivez à vous contenir, il y a d'autres même que c'est échelle 1 à 10, peut-être à 5, c'est compliqué. Maintenant, imaginez une femme chez elle, c'est x100. Donc, vous pouvez comprendre que c'est compliqué. Et puis, le truc, c'est vraiment de créer des hobbies qui vont diminuer cette dépendance-là. C'est comme avec les toxicos, c'est comme avec, je sais pas, les alcooliques. Voilà. Il est question de créer un hobby. Mais donc, tu vas voir le partenaire, va se dire, ok, bon, toi et moi, je peux pas supporter. On a fait l'amour peut-être 5 fois la journée ou 4 fois la journée. Bon, je vais sélectionner donc ceux avec qui tu iras cette semaine. Il y a des hommes qui le font. Et moi, j'applaudis ça vraiment parce que j'ai des patients qui sont... J'ai les meilleurs patients de la terre. J'ai les meilleurs patients. Donc, elle a fait un message à son mari, ça fait déjà. Alors, oui, parce qu'il l'accompagne. Moi, c'est top secret, hein. Personne de la famille ne connaît. Moi, il aime vraiment. Plus jeune, j'ai eu une copine un peu plus jeune qui a eu beaucoup d'aventures pendant qu'on était ensemble. Comment est-ce qu'on et puis à la fin tu sais qu'elle t'aime, à la fin tu as vraiment le sentiment de savoir peut-être qu'elle a un sentiment pour toi, mais il y a un désir fort d'aventure qui est présent, un désir fort pulsatif comme on parlait tout à l'heure, d'avoir une aventure, de tester autre chose, mais tu sens bien que son cœur t'appartient. À partir de quel moment on sait qu'on n'est plus au niveau normal du gars qui aime beaucoup, de la femme qui aime beaucoup le sexe? Quel est l'indicateur clé qui fait qu'on se dit là c'est plus juste un gars qui aime beaucoup le sexe ou c'est une fille qui aime beaucoup le sexe? Il y a des critères diagnostiques, ce qu'on appelle le DSM, c'est-à-dire le grand livre des troubles psychiatriques. Là c'est clinique. C'est vraiment les médecins qui déterminent si on est encore dans le normal, parce qu'il y a plusieurs critères à assembler. Il y a des scores à faire valoir. Tu calcules le score, tu vois à quel niveau est-ce qu'elle se trouve. Et là, tu sauras si c'est juste une personne qui aime bien se donner à ses plaisirs, qui aime bien vivre ses fantasmes, ou si on est vraiment dans le trouble obsessionnel compulsif. Ça va dans les deux sens. Que ce soit l'homme qui en souffre ou la femme, le traitement, il est le même. Il faut souligner que tu as parlé de satire, mais en psychiatrie, on appelle ça les obsédés sexuels. C'est-à-dire que ça s'appelle obsession sexuelle, à ne pas confondre avec l'hypersexualisation. Parce que l'hypersexualisation, c'est comme on dit aujourd'hui, les hommes sont bordel. Mais il faut savoir, moi je tiens à souligner toujours que la société encadre des troubles mentaux quand ça concerne les hommes. Parce qu'on laisse des hommes malades circuler dans la société et aller en ménage.
image. Tu vois, je peux prendre un pseudo-cas, du cas Balthazar, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui souffre d'obsession sexuelle et qui ne pense qu'à ça. Et on est en train, à un moment donné, de dire non, les femmes cherchaient quoi, mais il est peut-être mal dans sa chair, il est peut-être tenu par quelque chose que lui-même, il n'arrive pas à contrôler. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, pour dire que pour poser le diagnostic, en tant que profane, on ne le peut pas. Ouais. Il faut consulter un professionnel de santé. Doc, l'envie d'aller consulter, c'est peut-être parce qu'on remarque quelque chose. Il faut toujours aller consulter, peu importe la remarque. Ah, d'accord. Pour que ce soit le médecin qui mette la limite. Ouais. À partir de quel moment je pose la question, parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire, ah, peut-être moi par exemple, si j'aime bien, c'est un exemple que je prends, si j'aime bien faire l'amour peut-être 3 fois par jour, est-ce que c'est grave? Quel est le truc qui doit te dire, va consulter? Le déclic. Quel est le déclic? Le déclic. Ouais. Déjà, il faut savoir que je redéfinis la santé sexuelle. La santé sexuelle, c'est un état de bien-être psychologique, émotionnel et physique en rapport avec nos valeurs personnelles et les normes de la société dans laquelle on évolue. Ça veut dire qu'à partir de cette définition, chacun doit trouver à quel moment est-ce qu'il est en état de mauvaise santé sexuelle. C'est-à-dire, si tu es dans ta tête, parce que quand une idée commence à devenir intrusive et qu'elle est constante, c'est déjà un problème. Quand ta pensée commence déjà à te déranger, c'est-à-dire que tu dors, tu vois les fesses, tu te réveilles, tu vois les fesses, tu ouvres les yeux, tu vois les fesses, ça veut dire qu'il y a un problème et tu commences à avoir ce qu'on appelle des pensées intrusives. Il faut que tu ailles constater. Parfois, il y a des gens, oui, peu importe, tu peux voir les fesses là, tu te demandes, mais pourquoi je vois les fesses moi? Et puis il y a d'autres qui à dissocier un peu ça la sorcellerie, se disent que j'ai les couches de nuit. Pourtant, c'est sa pensée qui lui joue des tours. En journée, il ne pense pas que ce sont des couches de nuit. Il voit les fesses. Mais la nuit, il se voit en train de coucher peut-être avec la grand-mère, avec la voisine et tout. Il ne sait pas que c'est son subconscient qui lui ramène ses pensées qu'il a eues dans la journée et ses fantasmes et tout. Il y a des hommes qui disent que je veux coucher avec une femme mature. Ça, c'est mon fantasme. Je veux coucher avec une femme qui est ménopausée de 60 ans. Une femme, des hommes peut-être de 25, je sais pas, 35 ans. Quand dans la nuit, il voit dans une grand-mère avec qui il est en train de coucher, il dit que et si la grand-mère dans sa nuit a le visage de la voisine d'à côté, c'est mort. Il se lève le matin, pas la tu es sorcier, tu m'as fait les couches de nuit. Alors que c'est son subconscient en fait. C'est lui-même le truc. Il passe peut-être un fantasme sur la grand-mère sans savoir. Est-ce que ceux qui souffrent de ce trouble obsessionnel compulsif qu'est la nymphomanie, est-ce que la plupart du temps quand ça tombe chez les femmes, parce que tu le disais très bien, les troubles mentaux sont mieux encadrés chez les hommes que chez les femmes, la société devrait déjà... Pas mieux encadré, inciter aussi. Comment est-ce qu'on gère une femme, une sœur? Tout à l'heure tu parlais d'encadrer, d'accompagner avec beaucoup d'amour, mais la société a un regard très mauvais vis-à-vis de ces femmes qui ont... Très mauvais, très toxique. Je pense que c'est pour ça qu'on fait cette émission tous les jeudis. Parce qu'en fait, mon peuple meurt faute de connaissances. C'est parce qu'on est ignorant qu'on a un certain regard. Mais plus on va ouvrir les esprits, plus on va communiquer avec les gens et leur dire que tu peux avoir une femme qui est nymphomane, peut-être parce qu'elle a été violée. Oui, parce que c'est aussi une des conséquences du viol, la nymphomanie. Le viol, soit tu deviens nymphomane, soit tu deviens asexuel. C'est-à-dire que tu veux plus rien savoir ce qui concerne le sexe, ça t'intéresse plus, les hommes ne t'intéressent plus. Et parfois, chez d'autres, on confond, on se dit un peu que non, on est beaucoup plus attiré par le sexe opposé. Donc, c'est un peu ça. Aïe. Moi, je suis un peu, je culpabilise un peu pour avoir, à une époque de ma vie, jugé des personnes parce que je n'en savais rien du tout. Je me disais c'est un caprice, la nymphomanie, mais là, je me rends compte que non, c'est un vrai problème de santé mentale. C'est un très gros problème. Et voilà, il faut que les gens changent. Moi, je me rappelle, à 3h du matin, j'ai été réveillée par une de mes patientes nymphomanes qui m'a dit, Doc, ça vient. Ouf, c'était... Je lui dis... Bon, écoute, je t'ai déjà demandé de mettre de la musique. Non, je peux pas mettre elle chuchotait, elle dit non, donc je peux pas mettre la musique parce que je suis chez mon oncle et tout. Je suis dans la maison, je sais pas. C'est comme ça qu'elle parlait. Et puis, plus elle parlait, tu sens le mal-être. Donc, la main, elle voulait se masturber en fait. Et on est en train de travailler sur ce processus-là parce que je lui disais, à chaque fois que ce truc-là va venir et que tu vas te masturber, tu n'es pas en train de t'aider. Donc, fais l'effort de supporter et tout. Et puis, elle me dit, Doc, il y a ma main qui descend, ça descend. Moi, je vis des choses, hein. Il y a des jours, moi je parle même pas aux gens, c'est-à-dire je veux rester seule dans mon coin. Normalement. Je veux encaisser les trucs et tout. Elle me dit donc ça vient, il y a ma main qui veut descendre dans mon vagin et tout. Je lui dis bon écoute, tu sais, on va prier. Tu vois, parce que la spiritualité, parfois ça aide aussi. C'est-à-dire que tu te refuges dans la spiritualité. Parce que la spiritualité, moi en tant que thérapeute, je parle pas de la religion. Je parle de tout ce qui est spirituel. Voilà, je lui dis ok, essaie de chanter une chanson qui fait revivre ta foi. Chantons, je me suis éclipsée du lit doucement là. Je
suis allée au salon. Elle chantait et puis elle me dit ça descend. Tu vois les choses comme ça, quelqu'un vit ça à 3h, c'est pas évident. Et peu importe qui elle voit à côté d'elle. Oui, mais si elle est chez sa soeur ou chez son oncle, comme elle dit, si un neveu de son oncle, ou bien le fils même de son oncle qui est son cousin, elle peut carrément. Oui, et comme il y a aussi les petits garçons, on leur éduque en disant que vous n'avez pas droit à une éducation sexuelle, vous pouvez défoncer tout ce qui passe à côté là. Donc, il va prendre son truc, mettre dans les fesses de sa cousine et puis ça va aller comme ça. C'est un gros travail. Quand tu as quelqu'un à côté qui souffre, il faut plutôt lui demander ce qui ne va pas au lieu de le juger, de la juger. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.